Ouais, du coup, bonjour tout le monde. Comme je suis le seul speaker et qu'on n'est pas trop nombreux, je pense que si vous avez des questions en plein milieu, on peut plus le faire en mode interactif. Vous n'hésitez pas à en poser. Comme ça sera peut-être un peu plus agréable pour tout le monde. Si vous m'entendez pas bien, je peux prendre le micro. Mais après, c'est bon pour vous? Comme ça? Ok, nickel. Du coup, c'est mon premier meet-up. Donc, n'hésitez pas à être un peu indulgent, mais je serai preneur de tous vos commentaires à la fin. Je voulais vous parler aujourd'hui un petit peu de SVG et de comment on peut facilement en fait transformer le SVG en diagramme interactif, comment on peut faire des schémas, comment on peut s'en servir. Alors moi je suis un fanboy Angular, donc je vais vous montrer aussi comment utiliser ça dans Angular. Mais en vrai, le fond de ce que je vais vous présenter, bah, c'est surtout du SVG, du JavaScript. Donc vous pourrez le calquer sur à peu près n'importe quelle techno. Euh, pour vous montrer ça, alors là c'est une appli que j'ai écrite, vous pouvez récupérer les sources, vous avez le lien à droite et le QR code vous amène sur la version déployée de cette appli. Donc vous pourrez voir les slides en même temps. Euh, je vais essayer de vous présenter ça en 5 étapes. La première, je pense que c'est celle qui sera la plus importante et la moins technique, c'est pourquoi SVG. Qu'est-ce qu'apporte SVG à HTML ou à quel point apporte des choses en plus que Canvas n'apporte pas. Ensuite, j'ai une slide quand même sur Angular pour vous montrer comment facilement manipuler SVG depuis Angular. Donc c'est la slide qui va vous montrer les 3 petits points à penser et après vous pourrez utiliser du SVG n'importe comment. Et ensuite, il y aura 3 exemples. D'abord 2 petits qui permettent de voir un peu comment tout ça se coordonne. Et la dernière, c'est un exemple complet avec un diagramme interactif pour pouvoir faire des schémas. Donc vous verrez que c'est assez facile à faire en pas trop de lignes de code. Donc c'est l'objectif de ce que je vous présente. Et de mon côté, ben, moi je suis développeur depuis une dizaine d'années, d'abord à Albi, puis à Toulouse. Et bah, je suis free depuis le début d'année. Donc si vous avez des missions, n'hésitez pas. Et on va commencer si ça vous va. Alors du coup, qu'est-ce qui déjà moi m'a amené à SVG? Alors on voit que les couleurs sont pas top, surtout sur le vert. Ça pique un peu les yeux. Euh, J'ai été dans une entreprise Jump qui développe des solutions de formation, des outils de formation en ligne. Et un jour, chef de projet est venue et m'a dit, ben, on a besoin de permettre à des formateurs de créer des parcours de formation. Donc on avait déjà des outils pour faire des MOOC, des outils pour faire des mini-jeux avec des quiz, avec des notations et des choses comme ça. Mais il voulait essayer de construire quelque chose de plus complexe, de plus complet, où en fait l'apprenant se connecterait à la plateforme et il y aurait des cours qui lui seraient proposés en fonction de son avancement et en fonction des notes qu'il a déjà eues aux examens précédents. Et en fonction des notes, il pouvait aller sur une partie ou une autre de sa formation. Et en discutant avec elle, elle me dit, bah, on aimerait bien avoir un gros formulaire, comme ça on peut définir le parcours de formation et le contenu du parcours de formation dans un seul écran. Alors déjà, moi je commençais à avoir la masse d'informations qu'il fallait saisir pour coordonner tout ça, sachant qu'il voulait rajouter dans le futur des cours en présentiel, des cours en distanciel, du télétraining, donc par téléphone. Il voulait permettre à des gens de voir des statistiques d'avancement. Enfin, il y avait plein de problématiques qui venaient se poser en plus autour de ça. Et clairement, moi, le formulaire, je voyais ça et je me disais, jamais personne va déjà comprendre le formulaire en le voyant. Mais la moitié des utilisateurs vont juste refermer l'écran tout de suite en voyant la tête du formulaire. Et comme j'ai eu une formation un petit peu plus orientée processus, un peu plus génie industriel, moi j'avais l'habitude des langages de modélisation sous format de schéma. Vous connaissez tous UML, mais moi j'ai plus vu BPMN. BPMN qui est très orienté processus industriel. Et dans ma tête, un diagramme BPMN qui vous dit dans quel ordre faire les choses avec des portes logiques et tout, c'était la représentation même du parcours de formation. Et j'ai proposé à ma collègue, je lui ai dit, bah, en fait, est-ce que le faire sous le format d'un schéma, ce serait pas plus agréable pour les utilisateurs? Et elle m'a dit, mais personne sait faire ça ici. Dans la boîte, personne n'avait jamais fait de schéma interactif comme ça. J'ai fait, bah, si tu veux, je peux prendre une journée ou deux pour regarder. Je fais un poke, je sais qu'avec des 3JS, on peut manipuler du SVG. Puis elle m'a dit, bah vas-y, prends même 3 4 jours parce que la fonctionnalité, on la veut et on veut être sûr que ce soit faisable dans un délai raisonnable.
Et quand j'ai commencé à manipuler D3.js, je me suis rendu compte que c'était un framework dans le framework. On utilisait déjà beaucoup Angular, et personne n'avait de compétences D3.js dans l'entreprise. Et je sentais bien que si j'utilisais une techno complexe comme D3.js avec sa propre philosophie au milieu de l'application Angular, bah, on allait revenir vers moi à chaque fois qu'il y avait un correctif à faire. Parce que j'aurais été le seul à être monté en compétence sur la technologie et je serais devenu le préposé au diagramme. Et j'avais pas envie de m'enfermer là-dedans et j'avais envie que tout le monde puisse travailler sur le sujet et comprendre le code. C'était le plus important, c'est que tout le monde puisse comprendre le code. Et j'ai vu que D3.js, il ne faisait que manipuler bêtement le SVG sur un modèle XML qui était très simple. J'avais jamais fait de SVG à la main avant, et j'ai commencé à creuser un petit peu le format. Je connaissais de nom rapidement, on avait vu ça rapidement en cours au moins 6-7 ans avant. Donc j'ai regardé et j'ai vu que c'était assez simple de rapidement pouvoir faire un schéma avec des boîtes et des flèches. En peu de lignes de code, on pouvait faire des boîtes et des flèches. Et j'ai vu qu'avec Angular, bah, ça se mariait plutôt bien. On pouvait faire des composants. Chaque composant avait une sous-responsabilité qui était bien isolée. Et on pouvait faire quelque chose de cohérent et de construit. Et du coup, ma collègue, elle était contente. Et en l'espace de, je crois, 6 ou 7 jours, j'ai sorti un prototype de boîte de flèches cliquable, hein, interactif, qu'on pouvait déplacer. On pouvait renommer le contenu des boîtes. Et ça a été la base sur laquelle on a créé notre moteur de parcours de formation. Euh, Après, par la suite, j'ai eu d'autres problématiques liées à des interfaces graphiques et je me suis rendu compte qu'SVG ne pouvait pas forcément tout faire. Donc, les limitations d'SVG, il y en a quelques-unes. Et le tableau que je vous présente là, c'est pour vous montrer un peu les avantages et les inconvénients des trois principales technologies auxquelles on pense quand on veut faire des interfaces graphiques web, assez riches, ou avec des schémas ou des dessins cliquables. Bon, déjà, HTML, c'est une techno que tout le monde connaît. Donc ça, c'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup monter en compétences. Le CSS est super puissant, mais par contre, pour faire des dessins un petit peu graphiques, c'est vite limité. Si vous avez envie de vous amuser à faire des flèches courbes, bon courage en HTML pur. Si vous voulez que votre pointe de flèche suive un mouvement de l'axe de la flèche qui bouge, bah, vous cognez tous les calculs de trigonométrie à la main. C'est assez lourd et assez fatigant. Donc, HTML, je ne suis pas un grand fan quand le dessin commence à être un petit peu trop graphique. SVG, d'un autre côté, c'est fait pour le dessin. Donc déjà, ça c'est simple. Je vais vous le montrer, il a directement intégré dedans une commande pour pouvoir dire cette forme-là, elle va se positionner à la fin de la flèche et elle va s'orienter automatiquement avec l'orientation de la courbe. Donc c'est un peu magique. Euh, Comme on est dans le DOM, en fait, on n'est pas vraiment dans le DOM, mais en tout cas, il est intégré comme si c'était du DOM, le SVG, dans la page HTML. On peut avoir une détection des événements assez fine sur les éléments qu'on a dessinés. On peut mettre des classes CSS. On peut faire une partie du style en CSS, pas tout. Justement, c'est un des problèmes d'SVG, c'est que le CSS n'est pas entièrement supporté dedans. Un truc qui m'a beaucoup manqué, moi, c'est le Z-index. Quand vous voulez faire des schémas et avoir des choses qui passent au-dessus des autres, ne pas avoir le Z-index, c'est très frustrant. Mais bon, on s'en passe. Moi, si l'un de vous connaît une autre alternative que de s'emmerder à dessiner les choses dans le bon ordre, je suis preneur, mais pour l'instant, j'ai rien trouvé de mieux. Et après, bon, le SVG, il y a quand même un petit peu de temps de formation, de compréhension par rapport à l'HTML sur des détails. Alors, j'en ai cité deux là, c'est la viewbox, on en reparlera un peu plus loin. Je prends le temps parce que comme il n'y a pas l'autre speaker, je peux tout vous détailler, c'est cool. Mais il y a aussi les passes en SVG. Je vais vous montrer ce que c'est. Et c'est un peu l'arme à tout faire en SVG. Et donc, forcément, un truc qui fait trop de choses, c'est un petit peu complexe. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec. Donc, je reviendrai en détail dans plusieurs exemples suivants. Et je suis obligé de parler des canvas comme concurrents de SVG, parce que le canvas, c'est l'outil pour faire du dessin en JavaScript. Le canvas, il faut voir ça comme une image où vous avez en JavaScript la possibilité de dessiner pixel à pixel dedans. C'est ultra puissant. Ça peut paraître lourd de dessiner pixel à pixel dedans, mais en vrai, c'est beaucoup plus performant qu'SVG. Si vous avez beaucoup de détails et beaucoup de choses à dessiner dedans, ça sera beaucoup plus rapide que de maintenir la synchronisation avec le DOM de SVG, surtout si vous avez beaucoup d'éléments. Par contre, comme c'est une image pixel par pixel que vous dessinez vous-même, quand vous cliquez sur le canvas et vous devez redétecter
quel élément qui a été cliqué dans l'image que vous aviez dessinée. Donc c'est très limité de ce côté-là, ça vous force à devoir garder un modèle représentant l'image que vous avez dessinée et de pouvoir recalculer à partir de ce modèle, réconcilier en fait l'endroit où vous avez cliqué avec quelle est l'image qui était dessinée là à la base. C'est un peu frustrant, un peu lourd. Il a moins d'outils que SVG, notamment pour les pointes de flèche, c'est à vous de dessiner le triangle dans la bonne orientation. Mais par contre, grâce à ses performances et en utilisant des librairies qui sont faites pour, comme WebGL ou Three.js, vous pouvez faire des trucs de folie avec Canvas, dans des performances qui sont vraiment pas mal. J'ai un petit peu utilisé Three.js, c'est vraiment cool. On peut faire des trucs vraiment sympas. Faire des globes qui se baladent avec des avions, des voitures, pouvoir tourner autour, cliquer sur des continents, surligner les continents en 3D. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Ce qu'on peut pas du tout faire en SVG. Mais sans librairie, en fait, même juste avec WebGL, vous pouvez sortir les rames, parce qu'il y a beaucoup de code à écrire, où vous devez tout gérer à la main. Et forcément, si vous pouvez faire beaucoup de choses et que c'est relativement bas niveau, le temps d'apprentissage, il est à prendre en compte sur les canvas. C'est assez lourd. C'est, je pense, des trois, c'est celui qui, de loin, demande le plus de temps d'apprentissage pour maîtriser et faire quelque chose de propre. Et il y a un dernier avantage qu'a SVG sur Canvas, c'est que SVG, c'est quand même un format vachement commun dans l'industrie. Vous avez des web designers qui travaillent dans votre équipe, ils peuvent vous fournir des SVG tout faits. La plupart des outils de dessin SVG pour les web designers, ils peuvent faire des groupes de choses affichées dans le SVG et ils peuvent leur donner des noms. Et généralement, quand dans leur outil de dessin, ils nomment un élément, ça va créer soit un identifiant dans l'image, dans le SVG, soit une classe. Donc même vous, vous aurez la main derrière pour pouvoir appliquer du style par-dessus, pour pouvoir aller requêter l'élément en JavaScript et pour pouvoir le manipuler, le déplacer. Donc il y a des petits exemples qui traînent sur le web de choses vachement sympas à faire en SVG. Nous, on avait un peu utilisé une librairie qui s'appelle Lottie. Et on avait des motion designers qui faisaient des petites vidéos et ils pouvaient convertir la vidéo en un JSON un peu imbitable. Et la librairie Lottie, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle créait un SVG et elle permettait de prendre le contrôle du SVG en l'animant comme lui avait préparé l'animation sur After Effects. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le logiciel After Effects? Donc c'est un outil de construction de vidéo. Et pour faire des animations, si vous voulez vous faire un logo animé avec un globe et un avion qui passe au-dessus, si vous voulez faire des icônes interactives, des choses bien sympas, avec l'outil, vous avez une belle force de frappe derrière. Je crois que derrière l'outil, c'est Airbnb qui le maintient. Donc il y a un petit peu de monde derrière. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup SVG pour ses avantages, pour la maniabilité qu'il a et pour par aussi la simplicité qu'on a de faire vite, rapidement des choses avec. Donc je vais vous montrer quelques exemples qui sont pas très jolis parce que c'est moi qui les ai faits. Euh, dans SVG, il y a des éléments de base. Par exemple, il y a des rectangles. Vous avez juste à leur donner le point en haut à gauche, la largeur, la hauteur, et après vous avez des propriétés de style que vous pouvez leur attribuer. Vous avez plusieurs formes comme ça. Je ne vais pas mettre la liste exhaustive. Ah oui, si ça. Je vais essayer de zoomer un peu. Ça sera peut-être mieux. C'est mieux pour vous? Euh, et comme je vous l'ai dit avant, une partie des propriétés SVG peuvent être manipulées en CSS. Et donc là, la propriété fill et stroke, qui n'existe pas en CSS classique, va être capable de venir appliquer sur l'élément SVG du style. Alors il faut faire attention, tout n'est pas supporté en style. Toutes les propriétés SVG ne peuvent pas être utilisées en style, notamment les propriétés de positionnement. Vous pouvez que les mettre dans le SVG en lui-même. Vous ne pourrez pas le mettre en CSS. Par contre, toutes les propriétés de style sont portées en CSS et vous pourrez les manipuler en CSS de la manière dont vous voulez. Vous pouvez appliquer des classes. Vous pouvez, à partir de la classe et des hover, pouvoir commencer à rendre le truc déjà interactif à la souris. Donc vous avez des possibilités assez sympas. Donc je vous montre quelques exemples comme ça. Le polygone, c'est une série de points, et du coup il va tracer l'élément. Et par défaut, tous les éléments SVG remplissent leur contenu par du noir. D'où le fait que l'étoile est toute noire.
Le rectangle ici n'est pas rempli en noir, justement, parce que je l'ai mis en fil transparente. Et vous allez pouvoir jouer sur des propriétés comme ça pour avoir des effets visuels assez différents les uns des autres. Maintenant, on arrive sur le pass, le fameux pass dont je vous avais dit que c'était un petit peu compliqué de bien comprendre ce qu'il fait. Et tout le pass, en fait, se résume à ce qui se passe ici. Le pass, ça va être une succession de propriétés de coordonnées dans le plan, et ça va avoir différents effets suivant le type de modifieur que vous allez appliquer. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai mis en fin de cette page-là plusieurs liens utiles qui vous apprennent comment ça fonctionne dans le détail. Mais pour cet exemple précis, le M permet de me positionner en valeur absolue à un certain point dans le diagramme. Donc je lève le crayon, je me positionne en 70-80. Le Q, c'est une quadratique Bézier, donc ça va être une courbe avec un seul niveau d'inflexion. Là, il y a des propriétés pour donner la tangente où va avoir l'inflexion et le point d'arrivée de la fin de la courbe. Donc le point va arriver, va finir sa trajectoire en 180. Et le T permet, après une quadratique Bézier, de faire une quadratique Bézier symétrique. Et c'est ce qui va nous former cette belle petite vaguelette. Avec le M, on vient se positionner au départ, qui est cette zone-là, si vous voyez mon curseur. La quadratique va faire cette première demi-oscillation, et le T va faire une symétrie de cette oscillation ici. Donc, les passes, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Et un autre exemple que je peux vous donner, ce camembert-là, c'est un pass. Donc avec le pass, on peut faire un peu tout. Si je vous montre comment il fonctionne, le pass, j'ai fait deux passes distincts que j'ai positionnés dans un G. G, c'est une balise de groupe. Elle n'a pas de rendu visuel, elle permet juste de regrouper des éléments entre eux pour pouvoir les translater comme un groupe. C'est exactement la même chose que ce que vous pouvez faire sur des logiciels de dessin quand vous regroupez des éléments pour qu'ils restent unis quand vous les déplacez, vous les retransformez, vous les reformatez. Et en fait, dans ce pass-là, mes coordonnées, bah, je les centre sur 0. Et après, c'est le translate qui le positionnera où je veux dans la page. Donc, en termes de gestion des coordonnées, le G est intéressant pour vous dire, faites des composants qui sont des G et déplacez ces G dans le diagramme. Et vous allez pouvoir faire des choses interactives avec les groupes. Alors là, je me positionne d'abord en 0, moins 20. Ensuite, je fais un arc de cercle. Donc cet arc de cercle va tourner d'un 3/4 de tour comme ça. Alors je vous laisserai lire le détail des coordonnées et des chiffres qu'il y a ici. Mais de base, les arcs, c'est des arcs elliptiques. Donc il faut que vous définissiez le petit, le grand rayon, il faut que vous définissiez plein de choses. Donc c'est de la géométrie. C'est un peu chiant, c'est pas forcément le plus utile, mais si vous avez un besoin, la spec et la doc sur MDN est très bien faite. C'est celle que je cite un peu plus bas. Et après, une fois que j'ai fait ma ligne qui descend, mon arc de cercle qui fait un 3/4 de tour, je fais ma ligne qui revient vers le centre. Et le L00, c'est une ligne qui va en 0,0. Donc je pars de 0,0, je me positionne en 0-20, je fais un 3/4 de tour, et je reviens en 0,0. Je dis que c'est du fil bleu, et ici vous avez ce quart de cercle qui est décalé d'un quart de cercle dans le sens anti-horaire, parce que bah, j'ai appliqué un rotate sur mon G. Donc là, je jongle un peu pour vous montrer les possibilités, hein, mais en vrai, ça n'aurait pas été utile de s'embêter autant, on aurait pu faire plus simple. Mais vous avez à partir du moment où vous maîtrisez la géométrie de collège, vous pouvez faire plein de choses. Une autre façon de regrouper les éléments, c'est de mettre une balise SVG dans une balise SVG. Et là, vous pourrez la positionner en coordonnées dans la première image. C'est une façon de faire, hein, c'est pas la seule. Et dans ce dernier exemple, là, je crée une flèche et je lui associe du texte. Et pour faire la flèche, j'ai une ligne et je viens dire le marqueur qui est à la fin de la ligne, c'est ce marqueur ici. Donc le marqueur, c'est un élément SVG qui est réutilisable à plusieurs endroits.
On le définit une fois et on pourra l'appliquer à plein d'endroits. Chaque application sera indépendante de l'autre, mais en tout cas, ça vous permet de définir l'élément qu'une et une seule fois. Et il y a cette petite propriété à la toute fin qui est un peu magique, oriente auto, qui fait que la forme de pointe que j'ai définie va suivre automatiquement l'orientation du pass sur lequel je l'ai accroché. J'ai juste à mettre oriente auto et à lier mon marqueur à ma flèche pour que la pointe suive l'orientation de ma ligne. Ce qui fait que ma pointe ici, j'ai pas besoin de l'orienter, j'ai pas besoin de faire de rotation, rien. Elle se met à la fin de la ligne, quelles que soient les coordonnées du point de départ et du point d'arrivée. Et pour le texte, bon, il y a une balise texte qui existe de base, qui est à mon sens très limitée, parce que en HTML, on peut faire plein de choses avec du texte comme du overflow, avec des 3 petits points, du ellipsis, des choses comme ça. En SVG, vous oubliez. Donc, je vous montrerai deux façons de contourner le problème. Une en mixant de l'HTML avec du SVG pardon, en dessous. Et l'autre option, c'est d'intégrer des foreign objects dans le SVG qui seront du XHTML et donc qui auront toutes les propriétés CSS qu'on peut utiliser. Donc il y a deux façons différentes de le faire. C'est bon pour vous? Ouais, ouais, ouais. Alors j'ai pas eu le besoin, donc je peux pas te répondre comme ça. Désolé. Mais je peux regarder pour une prochaine fois. Euh, Maintenant, c'est comment on intègre tout ça avec Angular. Alors, déjà, il n'y a pas grand-chose à faire de base, parce que Angular, dans son template, on peut mettre tout ce que HTML autorise, et HTML autorise de mettre du SVG directement dans l'HTML. Donc déjà, on peut écrire du SVG directement dans le template Angular. Donc déjà ça, pas besoin de se prendre plus la tête. Après, il y a trois limitations à utiliser du SVG dans Angular. La première, c'est que SVG, c'est un standard qui est défini en XML. L'XML est très strict, et donc vous n'avez pas le droit de définir de nouvelles balises SVG, parce que lui, il ne va pas les interpréter, il va juste les mettre de côté. Quand dans Angular, vous créez un composant app component, ça vous crée une nouvelle balise HTML que vous pouvez utiliser n'importe où dans votre HTML, et vous mettez chevron ouvrant app component chevron fermant, et vous avez votre composant qui s'affiche dans la page. SVG, il ne l'autorise pas. Par contre, avec Angular, pour définir cette balise-là, en fait, vous avez défini un sélecteur. Si je prends l'exemple du TypeScript ici, le sélecteur que vous mettez ici, ça va être le nom de la balise HTML du custom element créé par Angular que vous allez pouvoir mettre dans votre HTML. Mais rien ne vous interdit ici de créer un sélecteur sur un attribut. C'est comme ça que fonctionnent les directives. Dans les directives Angular, vous mettez des crochets. Les crochets, c'est une référence en fait à la manière dont CSS sélectionne les éléments. Les crochets vont dire je sélectionne tous les éléments qui ont tel attribut. Donc vous allez être obligé pour SVG de devoir définir des sélecteurs par attribut. Vous avez potentiellement d'autres actions à faire, mais franchement le plus simple c'est de faire par attribut. C'est pour ça que dans mon exemple, ici j'ai un LCD child. LCD child, c'est le sélecteur attribut de mon composant enfant. Composant enfant, on vérifie, on voit bien ici que j'ai fait un sélecteur sur un élément de type G qui possède l'attribut LCD child. Après, l'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai pu sans problème utiliser toutes les capacités d'Angular sur ce composant-là. Donc j'ai créé des inputs et je peux utiliser ces inputs directement dans le SVG du template Angular. Aucun problème. Comme ce que vous faites depuis toujours en Angular. Et dans vos composants enfants que vous savez qui seront à l'intérieur d'éléments SVG, vous pouvez très bien leur donner l'extension SVG. Parce que Angular peut intégrer des templates SVG. La limitation que moi j'ai eue et que je n'avais pas eu dans le passé, donc je pense que c'est une régression du moteur de compilation de templates, c'est qu'on est obligé de préciser à Angular ceci est une balise qui vient d'SVG parce que sinon il ne les comprend pas. Il nous dit moi je connais pas def, je connais pas line,
je les accepte pas, je les veux pas. Donc la régression, elle nécessite juste de rajouter le préfixe SVG, il se débrouille. Donc, ça va. Le dernier point auquel il faut faire attention est, est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent la différence entre une propriété et un attribut du DOM? Ça vous parle? Quand vous envoyez de l'HTML au navigateur, vous envoyez des propriétés au format textuel. Ce HTML-là, il est parsé par le navigateur, il est transformé en DOM. Alors, je me suis trompé, c'est des attributs que vous mettez dans l'HTML, et ce qui est parsé dans le DOM, ce sont des propriétés. Un exemple, c'est par exemple la classe. La classe qu'on peut attribuer sur un élément, c'est un attribut, mais dans le DOM, elle n'existe pas, la propriété classe, parce que classe est un mot réservé, donc il y a une propriété qui s'appelle className. Et au moment de parser l'HTML, le navigateur va prendre les attributs qu'il connaît et les mettre dans les propriétés correspondantes. Il n'y a pas de lien bijectif entre toutes les propriétés. Des fois, il y a des attributs qui n'existent pas en propriété, et des fois, il y a des propriétés qui n'ont pas d'équivalent en attribut. Pour ce dernier, je prends l'exemple de ClassList. ClassList, c'est une propriété qui vous donne la liste des classes CSS appliquées à un élément, mais il n'existe pas d'attribut ClassList que vous pouvez écrire quand vous écrivez votre HTML à la main. Et ben, pour le SVG, aucun de ces attributs que je connais n'a de propriété du DOM. C'est tous que des attributs. Ils n'existent pas en tant que propriété du DOM. Donc vous êtes obligé d'aller chercher attr. L'attribut que vous voulez avoir pour pouvoir vous binder dessus. Donc avec ces trois règles, vous faites un sélecteur sur un attribut et pas un sélecteur sur un nom de balise. Vous allez chercher les attributs avec attr. Pour pouvoir vous binder dessus. Et vous préfixez vos balises par SVG 2 points, et vous pouvez faire de l'Angular comme vous avez toujours fait. Aucun souci. Tout le reste fonctionne. Donc c'est assez pratique. Vous avez des questions sur cette partie? Alors là, je vais attaquer du coup avec le premier exemple. J'ai fait un petit diagramme de dépendance. Ça, c'était un projet récent où la personne qui se connectait, elle devait dire, bah, pour avoir le droit de faire tel module de formation, il doit avoir fait tel module et tel module. Pour avoir le droit de faire tel module, il a le droit de faire tel module, il doit avoir fini déjà tel module et tel module. Donc on définit les dépendances entre les éléments de formation que l'apprenti va devoir faire. Alors, on a une règle simple qui est de dire dans ce graphe, on interdit de faire des cycles. Parce que si pour faire A, il doit avoir fait B, il doit avoir fait B, et pour faire B, il doit avoir fait A, le mec, il va jamais finir sa formation et il va même avoir du mal à la commencer. Donc, avec cette règle-là, j'ai fait un petit diagramme de dépendance. Et je vous avais dit tout à l'heure que mélanger de l'HTML et du SVG, c'est parfois une bonne chose pour enlever des problématiques d'SVG, notamment sur le texte. Bah là, je vais vous présenter une façon de faire. Donc dans l'HTML, j'ai une partie purement HTML où je positionne mes boîtes, ce qui fait que si les noms de mes éléments qui sont en dépendance les uns des autres sont longs et que je veux les tronquer avec des ellipsis, j'ai toute la puissance de CSS à disposition. J'ai aucun problème. Mes éléments, je les positionne dans une colonne flex et chaque ligne a des éléments espacés en space evenly. Donc ça donne cette représentation d'éléments. Et après coup, je vais tracer mes flèches dans un layer qui en fait va être en dessous, parce que dans le DOM, j'ai défini le SVG avant l'HTML, et par ordre de définition, le SVG va être derrière. Et si on regarde rapidement le CSS, on voit qu'ici, je l'ai mis en position relative. Mon SVG, je le mets en position absolue. Je dimensionne mon élément SVG à la même dimension que mon conteneur. Et avec très peu de CSS, j'ai mon calque SVG qui est calqué derrière la partie HTML. Maintenant, quand j'ai tracé mes flèches, comment je les ai tracées? Alors, il y a une particularité d'Angular. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de devoir calculer la position d'éléments dynamiquement dans la page, d'aller récupérer leurs coordonnées X, Y, de devoir voir leur largeur, leur hauteur pour positionner des éléments de manière programmatique.
Au moment où vous construisez le composant n'est pas dans le DOM. Donc les éléments contenus n'ont pas de dimension, voire n'existent pas. Quand vous êtes dans le ng on init, pareil, il n'a toujours pas fait de rendu dans le DOM. Quand vous faites un after view init, il a fait le rendu dans le DOM, mais le navigateur n'a pas encore pris la main pour donner la place et la taille aux éléments que vous avez construits. Donc vous ne pouvez pas le faire dans la construction, vous ne pouvez pas le faire dans le on init, vous ne pouvez pas le faire dans after view init. Alors vous pourriez faire un beau set timeout et attendre que quelque chose se passe, c'est un peu dégueu, mais il y a un autre cycle de détection d'Angular qui est pratique pour ça, c'est after view checked, qui est appelé très souvent. À chaque fois que Angular déclenche un cycle de détection, bah, il va vous dire passe par là. Et en faisant une petite optimisation de base, vous pouvez faire un premier rendu dès que les éléments ont une dimension. Vous pouvez attendre que les éléments ont une dimension. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai attendu que mes éléments aient une vraie dimension avant de pouvoir les tracer. Alors là, ça va me permettre de vous parler un peu de Viewbox. C'est une des fameuses propriétés que je vous ai dit en SVG qui est un peu compliqué à comprendre. Quand vous dessinez en SVG, il faut voir ça comme une toile qui n'a pas de limite. Vous pouvez tracer vos éléments où vous voulez en dimension. Par contre, ce qui sera affiché dans l'écran, ça sera la viewbox que vous aurez déterminée. La viewbox, c'est un peu comme la caméra sur un plateau de tournage. On ne voit pas ce qu'il y a en dehors du champ de vision, mais il y a encore des choses. Les acteurs, quand ils sortent du champ, ils disparaissent pas, hein. Donc la viewbox, elle est définie par 4 coordonnées, x, y du coin supérieur gauche, hauteur et largeur. Et ça vous permet de, comme ça, définir un rectangle dans le système de coordonnées d'SVG de ce que vous allez afficher à l'écran. Autre chose intéressante sur le Viewbox, c'est qu'il a des dimensions, il n'a pas vraiment de dimensions, il n'a pas d'unité. En HTML, vous parlez en pixels, vous parlez en REM, vous parlez en centimètres, vous parlez en ce que vous voulez, mais vous avez toujours une unité. SVG, c'est du vectoriel. Vous vous en cognez des dimensions. Donc, quand vous êtes dans le système de coordonnées SVG, bah, il va prendre la proportion parfaite par rapport à ce que vous avez demandé. Mais si votre dessin, vous lui donnez une viewbox, si vous le dessinez très grand et que vous lui donnez une viewbox très petite, vous allez voir qu'un petit bout. Et vous avez des propriétés d'aspect ratio aussi qui existent, que je vous laisserai aller voir dans la doc, qui vous permettent de dire, bah, en fait, j'ai envie que tu affiches une certaine chose dans une certaine dimension. Si votre viewbox ne correspond pas à la dimension en pixels de votre image, vous allez avoir une image déformée. Donc ça peut prendre la tête, et souvent ce que moi je fais, pour me simplifier la vie dans les cas simples, c'est que le viewbox, je lui donne les dimensions en pixels exacts de la taille du rectangle dans lequel il est. Comme ça, j'ai une convention qui est de dire les dimensions en pixels de mon écran sont parfaitement équivalentes aux dimensions dans le SVG. Et j'ai plus besoin de faire de conversion ou de conneries d'un côté vers l'autre. Et ce que je fais, c'est que mon viewbox, je regarde est-ce qu'il a changé par rapport à précédemment. Et s'il a changé, je refais un redraw de mes flèches. Et en faisant ça, plus en mettant un petit host listener sur le window resize, je fais en sorte que cet exemple-là se redimensionne tout seul. Parce que je refais un draw de mes flèches, en tout cas je recalcule les passes de chacune des lignes à chaque window resize. Donc c'est assez pratique. Alors dans le petit window resize, précisément, je fais rien. Est-ce que vous avez une idée de comment ça marche? Ça pour le coup, c'est que de l'Angular. À partir du moment où on met un host listener sur notre composant, Angular enregistre qu'il va devoir faire un nouveau cycle de détection à chaque fois que la fenêtre rebouge. Donc il va lancer un check du DOM et il va lancer un cycle de détection. Et du coup, indirectement, il va appeler le ng-after-view-check de chaque composant. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu besoin de le faire explicitement. Et si j'avais fait le draw à l'intérieur du window resize, comme il repassait par le after-view-check, je l'aurais fait 2 fois. Donc j'avais pas envie de le faire 2 fois. Donc j'ai décidé de... Ici, je mets juste un petit commentaire pour dire que ça trigger le ng-after-view-check. Et pour le calcul de mes flèches, des passes, initialement, j'avais dessiné des flèches comme ça et je trouvais pas ça très joli.
Donc j'ai commencé par me dire, je vais un petit peu espacer mes flèches pour pas qu'elles viennent toutes au même point à l'endroit. Vous voyez la différence? Je trouvais ça un petit peu plus esthétique de pas les faire qu'elles se collent. Puis je me suis dit, les lignes droites, elles cassent un petit peu les yeux, donc je vais mettre une cubique Bézier. Puis en fait, l'angle d'incidence de mes cubiques Bézier faisait que les pointes de flèche ne paraissaient pas centrées, donc je me suis dit, je vais peut-être faire des courbes, des cubiques Bézier un petit peu adoucis. Ça a empiré ce que je voulais dessiner. Donc après, en tweakant à la main, j'ai changé l'angle d'inclinaison, et là, c'est à peu près aligné les pointes de flèche avec l'angle d'incidence où on va. Et là, je trouvais que c'était assez sympa esthétiquement. Est-ce que vous avez des questions sur le code des passes ou ça va? Le deuxième exemple, je l'ai rendu fonctionnel sur smartphone, donc ceux qui ont pris le QR code, vous pouvez aller dessus. C'est une cubique Bézier qui est interactive, donc on peut choper les points, les déplacer. Et j'ai en dynamique à côté, j'ai le tableau qui nous montre les coordonnées dans ce plan-là. J'ai fait deux composants. Le premier composant, c'est le SVG parent dans lequel j'ai mes 4 points qui sont dragables. Chacun correspond à un composant enfant, je vous le montre juste après. J'ai mes deux lignes rouges pour représenter les tangentes de mon cubique Bézier. Et ici, j'ai un pass qui vient se calculer dynamiquement à partir des coordonnées de début et de fin euh, avec les tangentes ici. Donc, dans une cubique Bézier, vous avez 4 points. Le point de départ, le point qui permet de tracer la première tangente, le point d'arrivée et le point qui permet de tracer la deuxième tangente. Donc, visuellement, on les voit ici. Et ce pass-là, il est directement calculé à partir de ces coordonnées-là. Côté TypeScript, j'ai pas grand-chose. Côté HTML, bon, j'en ai un petit peu plus. Et je me suis permis de faire du double data binding sur les propriétés X et Y de mes composants grabables. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc vous vous doutez que pour faire du double data binding avec Angular, on est obligé de créer des inputs, des outputs. Les outputs, c'est le même nom que l'input, mais en rajoutant change à la fin. Et comme ça, on peut faire du double data binding. Et ensuite, j'ai deux méthodes différentes suivant qu'on est en tactile ou en souris pour pouvoir gérer le clic sur mon élément grabable et suivre tous les mouse moves. Donc c'est exactement ce que je fais. Côté template, j'écoute. Alors j'ai deux cercles, le cercle rouge et le cercle gris. Le cercle gris, c'est celui qu'on voit quand on survole, qui permet d'avoir une zone de clic et d'interaction un peu plus grande, qu'on peut attraper. Et sur ce cercle gris, on a deux événements qui sont écoutés, le mouse down et le touch start. Et côté TypeScript, à partir du moment où je vais vous donner l'exemple que je fais le mouse down, c'est ici, à partir du mouse down, je vais écouter tous les mouse moves, je vais en extraire les coordonnées X et Y de ma souris, et je le ferai jusqu'à ce qu'il y ait un mouse up. Donc en 3 lignes, vous commencez à écouter au mouse down, vous écoutez tous les mouse moves, et quand vous relâchez le doigt, bah, il désabonne votre observable et il s'arrête. J'ai un traitement très similaire côté tactile, en rajoutant ici un petit détail qui m'a un peu fait chier, c'est qu'en tactile, si votre écran est serré tout en haut et que vous commencez à draguer vers le bas, il y a deux mécanismes qui s'affrontent, la gestion de l'interaction dans votre page, mais en même temps la demande de rafraîchissement de la page. Quand vous commencez à tirer vers le bas, vous voyez le rond avec la flèche pour rafraîchir qui se tient. Vous pouvez empêcher ce comportement par défaut si vous faites juste sur le mouse down un prevent default. Donc j'ai juste ce code-là qui a été modifié et la manière dont on accède aux coordonnées X et Y du touch qui ne sont pas les mêmes que pour le clic. Et derrière, ma fonction de mise à jour de mes coordonnées X et Y ne fait qu'écouter là où je suis maintenant et met à jour le X et Y dans la position de la page maintenant. Et tout se fait automatiquement derrière. Des questions sur la partie plus événementielle interactive? Et sur le dernier exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails de code d'implémentation, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait. J'ai un diagramme ici sur lequel je peux rajouter des nœuds. Je peux les déplacer. Je peux écrire du code, enfin des noms, du multiligne. Euh, je peux créer des liens.
Je peux zoomer et dézoomer, et je peux recentrer mon élément si je l'ai déplacé, le recentrer ici. Et tout ça, ça se fait dans trois composants plus un store, et les trois composants font une cinquantaine à une centaine de lignes grand max. Est-ce que vous avez des questions sur SVG, sur Angular et SVG, faire des schémas? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien dessiner? Non, c'est bon pour vous? Ouais? Cinquantaine, soixantaine de blocs. Ouais, Il va finir par avoir son nom, enfin, plus arriver à lire. ouais. Est-ce que tu as géré ça? Alors, le niveau de lecture en soi, quelque part, tu t'en fiches parce que tu peux agrandir et réduire les éléments et après, c'est des problématiques d'ergonomie. Donc, c'est comment tu vas structurer ton schéma pour qu'il soit lisible et utilisable par l'utilisateur. Par contre, il y a une vraie problématique en termes de performance. Quand tu vas commencer à avoir des éléments qui sont peut-être composés de 60 ou 40 passes chacun et que tu vas en avoir 50 dans ta page, bah, pour que Angular maintienne sa synchronisation entre l'état du composant et le DOM, forcément, tu vas avoir des ralentissements. Et là, tu as toutes les mécaniques d'optimisation d'Angular de base que tu peux utiliser, qui sont le onPush, le trackby, hein, pour les deux principales auxquelles il faut penser. Mais en vrai, t'es pas illimité avant d'avoir vraiment des cas extrêmes. Moi, j'ai déjà fait des schémas où on avait 70, 80, 100 éléments dans la page. Ils disaient rien, quoi. On avait des flèches qui faisaient des angles, on avait des choses comme ça, du texte. Enfin, on était assez libre et il n'y avait pas de problème. Oui, C'est encore plus bas niveau sur SVG que tu peux faire exactement. et est-ce que tu peux le D3JS? Alors, D3JS, comme je l'ai dit au début, c'est une librairie très puissante qui a sa propre philosophie. Donc on peut complètement intégrer n'importe quelle librairie dans Angular, il n'y a pas de restriction en soi. Par contre, arriver à faire fonctionner la philosophie de T3JS qui est orientée flux de données, et on projette le flux de données dans un schéma, dans la philosophie d'Angular, où il y a alors, tel que moi je l'ai codé, une interaction entre les composants les uns les autres qui viennent se mettre à jour mutuellement, j'ai jamais essayé et je pense que ce serait compliqué. C'est pour ça que je parlais de framework dans le framework. D3JS, c'est un framework de data visualisation. Il vous ouvre des portes immenses, mais le coût d'apprentissage, il est quand même pas négligeable. Euh, je pense que ce serait mieux de respecter la philosophie des 3JS jusqu'au bout à partir du moment où on choisit des 3JS, plutôt que d'essayer de faire tenir avec peut-être à la façon MacGyver avec des bouts de Chatterton le truc en place et un peu un Frankenstein entre Angular et des 3JS. Je préférerais me mettre à fond sur la librairie et garder la philosophie que la librairie a pensée plutôt que d'essayer de la réintégrer dans Angular. J'ai eu la même problématique avec Three.js. Three.js, c'est un framework pour faire du rendu 3D. Il vient avec énormément de fonctionnalités à lui. Essayer de se battre dans Three.js pour faire rentrer cette logique dans la logique Angular, c'était pas une bonne idée. Je l'ai pas fait avec D3, mais en tout cas, je l'ai ressenti avec Three.js. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il faudra voir si on peut manger ou pas. Merci en tout cas à vous.